Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de politique qui s'intéressera aujourd'hui aux élections américaines. Le procès de Trump qui revient au devant de la scène, ou plus exactement se poursuit dans une première du genre dans l'histoire contemporaine des États-Unis d'Amérique. Il est de nouveau entendu par la justice à New York pour une affaire de fraude fiscale, une affaire parmi les 34 qui pèsent sur lui. Que va-t-il se passer pour le 45e président des États-Unis? Quel avenir politique l'attend? Que lui reste-t-il? Il affirme en plein procès que rien ne l'empêchera de se présenter, ou personne ne l'empêchera. Intéressons-nous donc de près à cette histoire à l'américaine ce soir avec nos invités. Hassan Qassemi, spécialiste en géopolitique et en questions sécuritaires, il est avec nous par téléphone depuis Alger. Monsieur Hassan Qassemi, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Merci, bonsoir. Nous aurons également Monsieur James Cohen, professeur à l'université de la Sorbonne 2. Monsieur James Cohen, vous êtes également spécialiste des États-Unis, docteur en sciences politiques, auteur de plusieurs ouvrages, dont Spanglish America et les enjeux de la latinisation. Monsieur James Cohen, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous. Bonsoir. Alors, tout de suite, nous allons entamer le débat. Et bien avant de commencer, je vous propose tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, de voir ce sujet signé Sohila Akilal et nous revenons au débat. Le feuilleton Donald Trump avec la justice américaine n'est pas près de connaître un épilogue. Accusé de fraude au sein de la Trump Organization, l'ancien président américain a été auditionné durant plus de 7 heures par la procureure générale de New York, Letitia James, dans le cadre d'un futur procès au civil. Et ce, une semaine à peine après son inculpation historico-pénale pour 34 fraudes comptables et fiscales présumées. En septembre dernier, la procureure générale de New York a intenté un procès civil à Donald Trump et 3 de ses enfants. Les charges retenues contre eux, avoir délibérément manipulé les évaluations des actifs du groupe pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques ou réduire ses impôts. Celui qui convoite un nouveau mandat à la Maison-Blanche pour 2024 rejette en bloc ces accusations, qualifiant l'affaire de ridicule. En août dernier, Trump avait déjà répondu à une convocation de la justice, mais il avait invoqué durant toute l'audition son droit à garder le silence en vertu du 5e amendement de la Constitution américaine. L'ancien président américain reste également dans la ligne de mire de la justice pour son implication présumée dans une tentative de retourner en sa faveur les résultats de la présidentielle de 2020 en Géorgie et sur son rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Très bien, alors messieurs, nous venons de l'entendre ensemble, le sujet qui est signé donc Sohila Akilal. Et je commence avec vous, monsieur Qassemi. Trump est-il en mauvaise posture? Risque-t-il gros dans ce procès? Vous savez que l'ex-président Trump est confronté à une multitude d'accusations. Comme vous l'avez souligné, 34 citations. Il y a des affaires qui sont un peu importantes et d'autres moins. Et là, le président Trump est décidé d'aller jusqu'au bout de sa logique, à savoir être président de la République en 2024. D'ailleurs, il a exprimé fortement et il a apparemment, selon les informations qui nous sont parvenues, il a déposé sa candidature pour participer aux futures élections présidentielles. Donc, mais il y a ce que le vent peut nous ramener, parfois n'est pas souhaitable. Le président Trump a actuellement sur la table des poursuites pénales, des poursuites judiciaires. Et la première, celle qui a été, que nous avons tous d'ailleurs vue, c'est le tribunal de New York, qui a entendu dans des conditions d'ailleurs humiliantes le président Trump, qui a été photographié, des empreintes digitales qui ont été prises comme un délinquant, et il a été entendu par les procureurs et par la grande commission qui a retenu un peu décidé d'inculper le président Trump. Donc le président Trump doit absolument
se défendre. Et vous devez savoir qu'aux États-Unis, que les frais de justice sont des frais qui sont très très lourds, très importants. D'ailleurs, ce sont les relais de Trump et ses soutiens qui ont mobilisé plus d'1 million de dollars pour essayer de payer les frais pour les premières affaires, parce qu'il a déjà Trump dépensait plus de 4 millions de dollars pour les frais de poursuite judiciaire sur les affaires sur lesquelles il est inculpé. Donc, nous sommes dans un feuilleton, apparemment, qui a toutes les formes d'un feuilleton qui est interminable. Et maintenant, la question que nous posons, pourquoi tous ces procès sont synchronisés quelques mois avant les élections présidentielles de 2024. Oui, c'est ça. Et ça. là, bien sûr, il y a des enjeux très importants que nous pourrons peut-être expliquer tout à l'heure si vous voulez. Oui, alors c'est exactement les questions que nous nous posons. Pourquoi aujourd'hui Trump fait face à ces procès? Est-ce que le timing est bien choisi, Monsieur James Cohen? Est-ce que justement le timing est prémédité? Je pense que non. Je pense que les rouages de la justice tournent très très lentement. On aurait pu s'attendre à des mises en accusation beaucoup plus tôt, il y a quelques mois. Mais ça n'était pas le cas. Pour certaines de ces affaires, mais ça tourne lentement dans toutes les instances. C'est-à-dire qu'on a affaire à au moins 4 instances différentes qui sont en train d'examiner des charges contre Trump. Il y a le procureur de Manhattan. Rien que dans ce cas-là, il y a 34 charges, et puis il y en a beaucoup plus par ailleurs. Il y a plus de 34, parce que on a il y a aussi l'affaire fédérale du vol des documents. Il y a l'affaire fédérale qui est la plus importante de l'incitation à une insurrection. Juridiquement, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, il y a un procureur spécial du département de justice, du ministère de la Justice, qui est en train d'examiner ça, et Trump sera sûrement obligé de rendre des comptes là-dessus, tôt ou tard. Le timing n'est pas prémédité, mais le timing devient très compliqué parce que plus on se rapproche de la saison électorale, plus du côté républicain on va dire que c'est prémédité et que c'est fait exprès pour le piéger. Je pense que non, je pense que c'est quelqu'un qui a violé 15 000 fois la loi et qu'il serait temps qu'il rende des comptes. Le paradoxe, c'est que même en ayant toutes ces charges pesant contre lui, il peut se porter candidat, il se porte candidat, et il n'y a pas de doute là-dessus. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui puisse le battre. Il y a un rival un peu sérieux et quelques autres rivaux pas sérieux du tout. Et donc, il est bien positionné, malgré tout cela, pour être le candidat à la réélection en 2024. Alors, très bien, monsieur. Je dois juste ajouter que je ne dis pas ça avec plaisir. Il se trouve que je ne suis pas seulement spécialiste de politique américaine, mais électeur dans ce pays, et je vois avec beaucoup d'inquiétude le retour d'une menace qui n'a pas disparu du tout d'ailleurs, d'autoritarisme, d'un certain type de fascisme américain qui se profile et qui s'organise plus que jamais. Vous faites allusion à qui, monsieur James Cohen? Pardon? Vous faites allusion à qui? Ou à quoi? À l'ensemble du Parti républicain tel qu'il est devenu sous l'influence de Trump. C'est devenu une secte d'extrême droite, il n'y a pas d'autre mot. C'est un parti extrêmement dangereux qui est maintenant peuplé, pas partout, mais disons qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus d'oxygène dans ce parti, il n'y a plus de place pour une aile modérée de centre-droite, ça n'existe plus chez les républicains. Alors pourquoi se dit-il victime des républicains, justement? Pourquoi se dit-il, lui, victime des républicains? Non, il veut être patron des républicains, il n'est pas victime des républicains. Il se dit victime. Il se dit victime des démocrates, il se dit victime d'un complot démocrate qui serait en train d'être ourdi contre lui par des puissances occultes. Il cite notamment le milliardaire Soros, en laissant entendre évidemment qu'il y a un complot juif qui s'ajouterait au complot du procureur afro-américain de Manhattan. C'est assez sinistre tout ça. Oui. Est-ce que justement, monsieur James Cohen, pour revenir tout à l'heure donc à monsieur Qassemi, est-ce que justement c'est normal qu'il se trouve victime d'une omerta ou d'une cabale politique, ou est-ce que c'est tout simplement le fruit de son imagination?
C'est-à-dire que je voulais dire que quelque part, M. James Cohen, est-ce que cette affaire, ce procès, n'est pas en relation avec les documents qui ont été découverts chez lui? C'est une des affaires en cours. Oui. Cette affaire risque d'être une des plus sérieuses qui l'embête parce que on ne sait pas combien de charges il va y avoir. Et c'est pas seulement les documents. Il se trouve que d'autres hommes politiques, d'autres ex-présidents ou vice-présidents ont été retrouvés avec des documents, mais pas dans cette quantité de documents et pas avec ce refus de coopérer avec la loi qui caractérise Trump toujours. Il a menti plusieurs fois sur l'état de ces documents, il a fait mentir à ses assistants en laissant entendre que oui, on était en train d'organiser le rapatriement des documents, mais il n'en était rien. Donc tout ça va finir par être... par constituer des charges très très graves contre lui. Oui, très bien, Monsieur James Cohen, conservez donc l'idée, on va revenir là-dessus. Monsieur Qassemi Hassan, Trump est-il simplement rattrapé par son passé ou est-il réellement victime d'une cabale politique comme il l'entend? Vous savez, aux États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis, si on veut comprendre un peu les événements, l'évolution des événements, il faut revenir à certains faits, à certains événements très importants. Je vous citerai le cas de la dernière élection, de l'élection du président Bush et de Gore en 2000. Alors, vous savez très bien que c'est une élection qui a été entachée de graves irrégularités. Oui. Et là, c'est une affaire qui a été, bien sûr, qui est passée au niveau de la Cour suprême, de la Cour fédérale. Et là, il y a eu un vote des 9 magistrats de la Cour fédérale et suprême. Et 5, donc, il y a eu des discussions très houleuses et il n'y a pas eu de consensus. Et il y a eu 5 magistrats qui ont pratiquement validé l'élection de Bush et 4 qui ont validé l'élection de Gore. Donc, vous devez savoir que Gore a été élu avec un demi-million de voix de plus que Bush, mais comme le système électoral américain est assez compliqué, c'est le président Bush qui est, bien sûr, avec un coup de pouce de la Cour suprême. Il y avait beaucoup de magistrats qui étaient un peu d'une sensibilité très proche du candidat Bush et qui ont permis à ce que d'arrêter d'abord les décomptes et les dépouillements, parce que si on avait continué au niveau de certains États le dépouillement, ça aurait été, bien sûr, Gore qui serait passé président de la République. Donc il y a eu une manipulation un peu scandaleuse qui s'est déroulée en 2000. Et là, avec ce qui se passe actuellement, l'ombre de la manipulation et de l'instrumentalisation, nous ne devons pas l'écarter d'un revers de la main pour la simple raison qu'il y a quelque part une odeur de manipulation et d'instrumentalisation, surtout que nous devons absolument souligner et dire que la justice américaine n'est pas une justice totalement impartiale, une justice qui applique la loi dans sa intégralité. Nous avons vu que c'est des institutions au niveau des États, au niveau fédéral, qui sont vraiment traversées fortement par des courants idéologiques et politiques au niveau de l'Amérique. Et vous ne devez pas également écarter le rôle des lobbies, les rôles du complexe militaro-industriel qui fait que, avec sa puissance, avec son influence et ses lobbies, il est rare que quelque part des institutions ou des administrations puissent échapper à leur influence. Donc, pour ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes dans un combat à couteau tiré entre Trump et, bien sûr, et Biden. Et le président Trump, et après, avec toutes les affaires qu'il a sur le dos, il est normal qu'il puisse donner l'impression de quelqu'un de paranoïaque. Quelqu'un de paranoïaque qui est là, qui se sent pratiquement menacé par des théories qu'on peut appeler comme les complotistes, des théories de complot, et qui crient au scandale à chaque fois qu'ils se sentent menacés. Donc, il y a de part et d'autre des situations, des enjeux, des intérêts pour arriver au pouvoir, bien sûr. Et là, ce qu'on pourrait dire à ce sujet, c'est que l'Amérique est arrivée à un niveau de déliquescence, au niveau de, si on doit parler de la démocratie américaine, il y a bien sûr une chute en termes de valeurs, une chute en termes d'éthique.
de la démocratie américaine qui se trouve ballonnée dans des scandales divers. Et bien sûr que les scandales ne sont pas uniquement dans le camp de Trump. Il y a aussi des scandales, si vous voulez, qu'on pourrait parler aussi des scandales avec le fils de Biden. Biden. Donc la situation, elle est ce qu'elle est. Elle est très vulnérable, très fragile. Et la démocratie américaine, et vous avez vu les événements que nous avons vécus lors des passations entre Trump et Biden, ça s'est pas passé comme d'habitude dans une alternative sérieuse, calme, tranquille. Il y a eu des violences inouïes qui nous donnent un peu une idée sur l'évolution de la situation dans ce pays où la démocratie est fortement mise en échec. Très bien. Monsieur James Cohen, pensez-vous que ce procès peut entraver le plan de Trump de se présenter pour les prochaines élections ou pas? Malheureusement, je ne le pense pas. Malheureusement, il n'y a rien dans la Constitution qui l'empêcherait d'être candidat à la présidence. Même s'il est poursuivi sur le plan judiciaire. Mais je souhaiterais aussi reprendre un petit peu, si vous voulez, cette histoire de légitimité électorale. Parce qu'effectivement, comme l'explique M. Khatimi, effectivement, en 2000, le résultat était fortement en doute parce que dans un État, l'État de Floride, il y a eu des bulletins qu'on n'arrivait pas à dépouiller correctement, et dans le doute, on a laissé une commission constituée entièrement de républicains qui gouvernaient l'État de Floride. Bref, il y a eu plusieurs manipulations avant la décision de la Cour suprême. Mais ce qui a caractérisé cette élection-là, ou cette très mauvaise élection, c'est que le démocrate s'est incliné en disant « Bon, je pense avoir gagné, mais je ne veux pas mettre en doute la stabilité des institutions ou mettre en doute la légitimité des institutions, donc je m'incline. » Alors qu'il s'est passé exactement le contraire en 2020, Trump ne s'est pas incliné alors qu'il a perdu, et de beaucoup. Il a eu un nombre record de voix, mais Biden a eu un nombre record de voix encore plus élevé, de l'ordre de 80 000. Et en termes de grands électeurs dans le système américain, c'est Biden qui a clairement gagné. Mais on reste chez ceux qui suivent Trump de manière très aveugle dans ce grand mensonge d'une victoire de Trump en novembre 2020. C'est un mensonge qui a animé les gens que vous êtes en train de voir sur l'écran, qui ont essayé de prendre l'assaut le Capitole en janvier 2021. Ça ne s'est jamais vu par le passé. Un parti qui défend à peu près des institutions démocratiques et un parti qui ne les défend plus. Oui. Alors, Monsieur Qassimi, je reviens vers vous. Et la question, je la repose à Monsieur Qassimi. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce procès risque d'entraver l'élection ou le plan de Trump de se présenter aux prochaines élections? Absolument pas. En dépit des poursuites judiciaires qui pèsent sur lui. Vous savez, les poursuites pénales qui sont actuellement engagées contre l'ex-président Trump américain ne peuvent pas constituer un obstacle à ce qu'il soit candidat au président de la République. Souvenez-vous, pour la simple raison que dans la Constitution, il n'y a pas de procédure d'empêchement, et le seul cas où il peut y avoir dans la Constitution américaine un empêchement, c'est quand on est accusé d'insurrection ou de soulèvement contre l'Amérique. Donc c'est le seul cas où ça pourrait être constitué un motif pénal d'empêchement pour participer aux élections présidentielles. Et vous devez savoir, je dois vous citer un autre cas d'ailleurs, c'est le cas d'Hillary Clinton qui a été poursuivie alors qu'elle était candidate aux élections lors de la fameuse confrontation entre Trump et Hillary Clinton. D'ailleurs, tout le monde avait donné toutes les chances à Hillary Clinton de passer. À l'époque même, à cette époque-là, il y avait des poursuites pénales contre Hillary Clinton d'avoir utilisé des emails privés au lieu d'utiliser une messagerie officielle concernant un certain nombre d'informations assez sensibles. Donc, je pourrais être catégorique sur ce point-là. Cela ne constitue pas un empêchement, un obstacle pour que Biden, le seul obstacle, c'est une maladie ou un emprisonnement. Hein. Vous savez, s'il est emprisonné, mais on Trump a déjà ne pourra pas être président de la République. Mais il y a aussi, de l'autre côté, Biden aussi. On a dernièrement, ça fait quelques temps d'ailleurs, et récemment d'ailleurs, la télévision américaine CBS avait
donné des informations un peu scandaleuses concernant des documents hautement sensibles et sécurisés qui ont été retrouvés dans les résidences privées du président Biden. Donc, même le président Biden il encourt le risque de subir des fautes de la justice américaine. Il y a d'ailleurs un procureur qui a été désigné pour enquêter sur ces documents qui devaient se retrouver au niveau de la direction des archives nationales des États-Unis, mais qui sont comme ça, selon l'avocat de la Maison-Blanche, ou bien l'avocat de Biden, que c'était des documents qui se sont retrouvés par inadvertance dans les locaux ou la résidence du président Biden. Vous devez savoir à ce sujet qu'il y a encore beaucoup d'ombre sur toutes ces questions. Et je pense que l'avenir sera assez terrible si la situation empire et se dégrade encore de plus en plus dans ce domaine. Monsieur Qassemi, vous venez de répondre donc par anticipation à ma question. J'allais dire bientôt quel est l'avenir qui attend Trump. Monsieur James Cohen, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, si Trump fait face à la justice, c'est parce que quelque part on lui reprocherait un petit peu ses déboires du passé concernant sa proximité douteuse avec la Russie lors des élections? Je ne pense pas que ce soit le motif principal des poursuites contre lui en ce moment. Parmi les autres motifs. Il y a des poursuites contre lui qu'on n'a pas encore mentionnées. La procureure du comté de Fulton en Géorgie est en train de formuler une affaire contre lui qui va pas tarder à aboutir. Et on sait exactement de quoi il retourne parce que Trump, on l'a entendu au téléphone et tout le monde à l'échelle du monde a pu l'entendre demander aux autorités électorales de l'État de Géorgie de lui accorder 12 000 voix de plus ou 11 700 voix de plus pour qu'il puisse gagner alors qu'il avait perdu. Ce genre de choses. Manipulation électorale. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qu'il faudrait prendre en considération et également qui ont à voir avec, en gros, avec la sociologie du pays. Trump, c'est un homme riche, d'une richesse douteuse et d'une origine douteuse sans doute. Il est assez mafieux sur les bords et plus que sur les bords, on ne va pas tarder à le savoir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a une parole, un certain charisme auprès de couches sociales extrêmement frustrées et qui sont dans une sorte de ressentiment. Il y a une forme de populisme, mais pas n'importe quel populisme, un populisme d'extrême droite et raciste et xénophobe. Et il a surfé là-dessus, il a fait campagne là-dessus et il continue. Cette veine n'a pas disparu de son discours. Alors que chez les démocrates, il y a quand même beaucoup plus de décence et défense d'une république constituée de tout le monde, noir, blanc et de toutes les origines, etc. Et il faudrait sans doute aux démocrates un peu plus d'efforts du côté social pour rattraper un électorat et ne pas perdre les gens les plus frustrés du pays à Trump. Voilà comment je vois le danger. Je pense qu'il y a des enjeux socio-économiques qu'il faut aussi prendre en compte. Oui, alors très bien. Monsieur Qassemi, pour conclure, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, à peine 2 minutes, Monsieur Qassemi, pour revenir justement à cette élection de 2024, lui, il semble très déterminé à faire campagne et aller vers ces élections. Il dit que personne ni quoi que ce soit ne pourrait m'en empêcher. Alors, on l'a vu par le passé en 1920, le socialiste Eugène Debs, opposé à la guerre mondiale, avait quand même fait campagne depuis sa cellule d'Atlanta et avait recueilli quand même 3,4%. Est-ce que ce cas pourrait s'appliquer à Trump si jamais les chefs d'inculpation se précisent contre lui? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce qu'on peut avoir un président élu alors qu'il est poursuivi sur le plan judiciaire par la Cour pénale? Vous savez, ce n'est pas juridiquement et légalement, les poursuites pénales ne peuvent pas constituer un obstacle pour être candidat aux élections présidentielles. Il peut même être président? C'est des experts en droit qui disent cela, ce n'est pas moi. Donc, ce n'est pas un obstacle. Il peut facilement être candidat et être président de la République. Et quand il est président de la République, il a des privilèges présidentiels comme partout dans toutes les constitutions du monde. Et là, je pense que pour le président Trump, je crois que c'est un président
qui a une base électorale très forte, très importante. Si dans les prochaines primaires le président s'engage, il a toutes les chances d'être reconduit comme candidat du parti bien sûr présidentiel des Républicains. Donc Trump a toutes les chances d'être candidat, sauf s'il est emprisonné. Et là, croyez-moi que Trump, c'est un homme qui est machiavélique, c'est un homme qui a détourné, ne l'oubliez pas, plus de 1000 documents secrets, Monsieur Qassemi, une centaine de documents. Monsieur Qassemi, merci beaucoup. Je suis obligée, je suis dans l'obligation et la contrainte d'arriver au terme de cette émission parce que de toute façon, le temps qui nous est imparti est terminé. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Monsieur James Cohen, vous étiez avec nous depuis Paris. Monsieur Qassemi depuis Alger. Merci pour votre contribution, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir et bonne continuation avec la suite de nos programmes sur Al 24 News. Au revoir.